salut à tous. Bienvenue pour la deuxième édition du podcast de la Team CFV. Aujourd'hui, on va parler un peu plus du CrossFit, de CrossFit Villeurbanne aussi, des origines un peu du CrossFit et de CrossFit Villeurbanne. Et on va voir où ça nous mène. Ouais, on peut peut-être juste préciser qu'on va pas faire une vidéo où on va reprendre toutes les bases du CrossFit, par qui ça a été créé, quelle année, etc. On va pas faire un truc académique. Greg Glassman, Voilà. 99 je crois. Ça y est, ça c'est réglé. Il y en a qui pensent que c'est Castro, hein. Qui a créé le CrossFit. Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est bien de dire Greg Glassman quand même. Castro, c'est l'organisateur des Games. Donc c'est lui qui a créé les premiers Games dans son ranch aux États-Unis en 2007. Mais ce n'est pas du tout le créateur du CrossFit. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Santa Cruz bien avant ça. Donc pour la petite histoire, donc oui, le CrossFit, ça vient des États-Unis. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Si des gens par ici ne le savent pas et pensent que c'est CrossFit Villeurbanne qui a inventé le CrossFit, Malheureusement, non. gardez cette idée en tête, elle est très bonne. Il n'y a pas de souci. Mais non, ça vient de bien plus loin, ça vient des États-Unis. CrossFit Villeurbanne, c'est 2014, décembre 2014 quand on a chopé le local, et le 15 janvier pour le moment où on a fait notre ouverture officielle. Depuis quand tu connaissais le CrossFit, toi, avant d'ouvrir la box? Depuis quand je connaissais le CrossFit? Moi, j'ai connu le CrossFit quand j'étais en Chine, pour les arts martiaux, en 2006-2007. J'ai connu le CrossFit grâce à un pote, Stéphane Chollet, qui est venu faire notamment 2 interventions à la boxe au niveau du yoga et la méditation, voilà. Qui m'en a parlé dans le cadre, pour lui, il l'utilisait dans le cadre de sa préparation physique, quand il revenait d'Inde notamment. Et il avait rencontré Greg Glassman, si je dis pas de bêtises, en 2002 à Santa Cruz. Donc à la première salle, à l'époque ça s'appelait pas forcément des box, la première salle de CrossFit que gérait Greg Glassman aux États-Unis. Et il m'en a parlé et du coup j'ai commencé à lire un petit peu le CrossFit Journal, qui à l'époque n'était pas sur internet en abonnement, mais qui était un PDF qu'on recevait tous les mois, je crois, donc il m'en a filé une bonne 30aine. Et c'est là où j'ai commencé à m'initier un petit peu au CrossFit et à commencer à en faire, donc très rapidement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de boxe du tout, ni en Chine ni en France d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à faire ça de temps en temps, un peu dans les petits parcs chinois où il y a souvent des petits agrès de gymnastique, des petits, des barres de traction, des anneaux en fer, etc. Mais beaucoup plus au poids du corps au début. Ouais, c'était beaucoup plus poids du corps. D'ailleurs, la programmation CrossFit était beaucoup plus... Il n'y avait pas autant de barres qu'il y en a aujourd'hui. Ouais. Beaucoup plus poids du corps, endurance, course à pied, etc. Il n'y avait pas beaucoup de rameurs non plus à l'époque, parce que ça c'est venu un petit peu après avec le développement des box, où il a fallu avoir du matériel à l'intérieur des box pour que les gens puissent pratiquer tous ensemble. Mais ouais, donc ça c'était 2006. Juste avant, je suis revenu moi en France en fin 2008. Et là j'ai continué par moi-même, du poids de corps avec un peu d'endurance. En particulier, jusqu'à ce que certaine boxe lyonnaise ouvre ses portes en 2012 et que je rejoigne CrossFit Lyon octobre 2012. Donc 3 ans avant d'ouvrir à Villeurbanne, en gros. Ouais, plus ou moins, 2 ans. Ok. 2 ans. 2 ans avant d'ouvrir Villeurbanne, ouais. Et c'est là où d'ailleurs j'ai revu Nicolas Delay, le gérant de CrossFit Lyon, avec qui on faisait des arts martiaux bien avant ça. Le monde est petit. Ouais, c'est ça. Le monde est très petit. Et donc, quand je suis rentré de Chine, j'ai ouvert une association d'arts martiaux que j'ai tenue de 2009 à 2014. On faisait du Tai Chi, du Bagua et du Wing Chun notamment. Et c'est là que l'intérêt du CrossFit est devenu de plus en plus important. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une box de CrossFit ici à Villeurbanne? Ce qui m'a donné envie d'ouvrir une box de CrossFit, c'est que quand je faisais des arts martiaux ou quand j'enseignais les arts martiaux, je trouvais que les gens venaient aux arts martiaux un peu
comment dire, ils étaient pas particulièrement, ils se mettaient pas suffisamment dedans en fait, à mon goût. Moi j'avais été en Chine, j'avais fait ça de manière relativement intense, et quand je suis revenu et que j'ai ouvert la salle, j'ai eu les premiers adeptes sont venus pratiquer avec moi parce que je faisais un style un peu particulier. Ils étaient relativement assidus, etc. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de monde, et c'était pas forcément... c'était plus... ils venaient 2 fois par semaine, et un peu avoir envie d'avoir des résultats, d'être comme Bruce Lee, quoi, ou Jet Li, pour ceux qui sont plus récents. Et ça me dérangeait un petit peu. Ça me dérangeait un petit peu, et à l'opposé, quand j'allais au CrossFit, etc., je retrouvais tous des gens qui allaient se mettre dedans, quoi, qui se posaient pas trop de questions, qui venaient pour 1 heure et qui se défonçaient et terminaient, quoi. Et ça fait une sacrée différence dans la mentalité, dans l'attitude des gens qu'on côtoie tous les jours, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être un peu plus fun de faire ça, et moi de pas avoir l'impression de pas forcément perdre mon temps, mais un peu de, comme on dit, de donner un peu des perles au cochon. Et ce qui est bien avec le CrossFit, c'est que les gens accrochent vite, ils se mettent très rapidement dedans, et quand ils se mettent dedans, ils sont pas là juste pour regarder ce qui se passe. Bien que aujourd'hui, on peut retrouver un petit peu ça, un peu plus qu'à l'époque. Plus qu'avant, Ouais, parce qu'à l'époque, en 2014, c'est tard, mais à l'époque, en France, ça restait tôt pour le CrossFit. Les gens qui venaient connaissaient le CrossFit, savaient ce que c'était, ils voulaient faire du CrossFit. Et donc, c'était pas des gens qui avaient vu juste un nom ou une émission, ou qui étaient passés devant une salle, qui se disaient qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, pareil, ils étaient un peu plus motivés que certaines personnes peuvent ne l'être aujourd'hui. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai commencé le CrossFit, du coup, à l'ouverture de Villeurbanne, 2015, on n'était peut-être pas nombreux à la boxe, mais par contre, la majorité des gens venaient quasiment tous les jours, quoi. Ouais. Et on se mettait des sales séances. Ouais, voilà. Les gens venaient tous les jours, et puis souvent, les gens avaient déjà aussi un background un petit peu c'est vrai. Soit en haltéro, soit en gymnastique, ou c'était pas des gens qui venaient de nulle part et qui savaient pas trop pourquoi, ou qui venaient juste pour perdre du poids, quoi. Donc ça, c'est un petit peu changé. La communication aussi, le CrossFit a changé là-dessus. Parce qu'à l'époque, la communication de CrossFit était vachement axée sur... en 2014-2015, c'était quand même déjà bien axé sur les games et sur les athlètes tels que Rich Froning, etc. C'est vraiment le sport du CrossFit, la compétition. Mais avant ça l'était pas. Avant ça, c'était plutôt axé vers la préparation physique, en fait. Souvent, on pouvait voir des petites vidéos promotionnelles pour le CrossFit avec des boxeurs, des athlètes qui avaient de MMA notamment aussi beaucoup, qui utilisaient ça en fait comme méthode de préparation physique, plus que comme sport à proprement parler. Et ça a évolué un petit peu avec l'avènement du CrossFit, puis notamment de Rich Froning. Parce que lui, il a révolutionné le sport. Des médias autour des CrossFit Games surtout aussi. Ouais, c'est ça. Qu'on commence à montrer de plus en plus d'images du sport, et c'est peut-être ce qui fait peur aux gens aussi, à certaines personnes. Ce qui a fait peur pendant une certaine période. Parce que maintenant, ça peut plus leur faire peur, parce qu'ils communiquent quasiment plus du tout dessus. Sauf si on suit sur YouTube les personnes qui sont vraiment dedans. Maintenant, la communication CrossFit, qui est largement plus sur les personnes âgées, personnes en surpoids, etc. Et la promotion des gens qui ont perdu 50 kilos, etc. Et c'est pas forcément... ça touche pas forcément suffisamment le public français, parce qu'on n'est pas autant en surpoids qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai ouvert un peu la boxe et un peu ce qui s'est passé depuis. Et donc nous, on a évolué un petit peu au fil du temps, et on s'est développé tranquillement. Et là, on est sur un peu un mix de ce qui se faisait auparavant et de ce qui se fait aujourd'hui dans pas mal de box, je crois. Ouais, on essaie d'y revenir peut-être un peu plus aussi. Ouais, parce que c'est sûr que ça a un certain attrait, la compétition. C'est très intéressant, mais c'est pas ce qui va toucher le plus de monde. Et donc forcément, quand on fait de la compétition, on transforme le sport ou la pratique qu'on avait auparavant et on l'oriente vers les requis des compétitions différentes qu'on peut avoir, notamment des mouvements, donc plus de barres, plus de chaussées, etc. C'est comme ça que le butterfly est arrivé, le keeping même. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas forcément nécessaire pour la majorité des gens, quoi. Non, clairement pas. Aujourd'hui, tout le monde va apprendre le butterfly, mais d'abord maîtriser les strict pull-up, puis le keeping,
Ça Et semble essentiel. éventuellement, on pourra aller vers du butterfly si ça vous fait plaisir, mais c'est pas d'une utilité importante pour quelqu'un qui veut pas faire de la compétition CrossFit, quoi. Non, clairement. Si on prend un WOD, un Fran par exemple, un 21-15-9 et qu'on fait des strict pull-up, l'impact il sera là, hein, clairement. C'est clair. Clairement. Donc, s'il n'est pas là, c'est peut-être que vous avez plus d'impact quand vous faites du keeping, c'est peut-être parce qu'il vous manque un petit peu de force. Donc, c'est à travailler plutôt que d'aller chercher à faire beaucoup de reps rapidement, mais sans les faire correctement et sans utiliser les groupes musculaires nécessaires. Ouais, donc revenir un petit peu vers une pratique, vous l'avez dû le ressentir à la boxe notamment, un peu plus de strict, un peu plus de mouvements de force, un peu plus de cardio aussi, des fois un peu séparé, pas forcément constamment des metcon et le tout mélangé dans 20 minutes et c'est parti. Et donc ça, je pense que ça a son attrait et que c'est ce qui a fait la force du CrossFit et je pense que c'est encore la force du CrossFit aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a le plus évolué dans la majorité des box, je pense. Quand j'ai commencé le CrossFit, je me souviens de mes premières semaines. Toutes les semaines, il y avait un élément avec que de la force ou que du cardio. Et je pouvais venir à la boxe et faire 5x5 back squat. Et 3 jours après, faire un 8x 600 mètres course. Je m'en souviens de celui-là. Et personne ne râlait. Ouais, non, ça. Parce que c'était comme ça et qu'on était habitué à avoir régulièrement des WOD. Ça faisait partie de l'entraînement du jour de faire que de la force ou que du cardio, que de la course. Même pour un 5 km course, personne ne râlait. Ouais, c'était la programmation de base du level 1. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens s'attendent à avoir plus de trucs un peu fun, des shippers avec plein de mouvements, etc. C'est cool, nous aussi on aime bien. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace tout le temps. Non, c'est clair. Et c'est dommage de faire que ça, quoi. C'est clair, ouais. C'est bien d'aller taper dans les filières énergétiques de manière différente. Surtout quand on voit que la programmation CrossFit de base, ça a toujours été déjà un entraînement par jour et pas 50 squeezés dans une seule séance. Quand je dis 50, j'exagère, mais bon, on n'en est pas loin. Un entraînement qui durait pas forcément 1 heure. Qui durait pas forcément 1 heure, non, carrément pas. Qui pouvait durer un Fran, ça peut durer 2-3 minutes, donc pour les plus efficients. Et après 20 minutes au sol. Ouais, c'est ça. Et après, on reste au sol. Et du coup, c'était la programmation MG, MGW pour MG, c'est monostructurel. Ouais, monostructurel. Donc tout ce qui est cardio. G, c'est gymnastique et W, c'est l'haltéro, weightlifting. Et donc, clairement, c'était un peu plus séparé. Ouais. Mais avec sur certains jours. Ouais, sur certains jours. Donc chaque jour avait sa spécificité. Et avec l'avenue un peu des compétitions, on a eu tendance à rajouter de la force, et puis après le cardio, et puis éventuellement un metcon derrière. Et au final, tout le monde ne veut pas faire de la compétition. Et puis c'était beaucoup plus atteignable à l'époque aussi. Aujourd'hui, c'est clairement inatteignable pour 99,9% de la population. C'est clair que maintenant, ça ne suffit plus de faire juste le haut du jour si tu veux faire de la compétition, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc il faut des choses en plus. Il faut passer plus de temps à l'entraînement. Il faut travailler beaucoup la technique, il faut travailler la force, il faut travailler des choses en spécifique, la gymnastique, l'haltéro, etc. Si on veut arriver au haut niveau, si on veut arriver dans l'élite, même si c'est pas international, au moins française, c'est ce qu'il faut. Alors que pour ceux qui veulent juste s'entraîner et être meilleurs dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, ce qui est la base du CrossFit, la préparation à la vie de tous les jours, et éventuellement pour ceux qui ont d'autres activités sportives au sport, et un WOD par jour et un élément, le M, le G ou le W, ou les 3 mélangés aussi, ça peut être suffisant. C'est suffisant même pour la majorité des gens. C'est suffisant. Plus leur activité s'ils viennent 2 fois ou 3 fois par semaine. Après, en termes de redondance, dans le CrossFit, on est sur du 3 jours, 1 jour de repos, 3 jours, 1 jour de repos. Ce qui a beaucoup changé, dû notamment à l'ouverture des box, où on est passé sur du 3 jours, 1 jour de repos, 2 jours, 1 jour de repos. Ouais, ou éventuellement pour certains 5 jours et 2 jours de repos le week-end pour ceux qui... Ouais. Parce que les box ne sont pas forcément ouverts tous les jours, les dimanches, etc. Donc les gens se sont un peu adaptés à ça. Mais si on regarde le site crossfit.com, il publie toujours 3 jours, 1 jour de repos, 3 jours, 1 jour de repos. Ouais. Donc ça, si vous ne savez pas où regarder les WOD, ça peut être intéressant de regarder un peu CrossFit.com. Je ne sais plus s'il y a les WOD d'avant. Je ne sais pas comment Parce il est depuis qu'ils ont changé leur site site internet, je ne sais pas, ça fait la 3e fois qu'ils le font là. Mais le premier site, il y avait tous les
il y avait tous les WOD, on pouvait regarder les premiers WOD qu'il y avait, donc je sais pas si on peut encore le faire. Mais c'est intéressant d'aller regarder les WOD qui étaient faits. Avec justement beaucoup plus de poids du corps, beaucoup plus de... Ouais. Moins de barres, beaucoup de dumbbells déjà. Ouais. On croit que les dumbbells, c'est arrivé... C'est arrivé en compétition en fait. C'est arrivé aux en Open. compétition il y a 2 ans. Donc les box ont dû s'équiper de dumbbells parce que c'est arrivé en réalité, compétition. c'est venu bien plus tôt. Ouais. Tout comme tu parlais du rameur tout à l'heure, mais à Solbach, skier, tout ça, c'est arrivé bien plus tard. C'est arrivé encore une fois avec les regionals et avec les regionals, les assault bikes. Les assault runners pareil, les skiers pareil, avec les games ou avec les... Et donc ça, on voit comment le sport du CrossFit ou la compétition du CrossFit a fait évoluer ce qui se passe dans les box. Ouais. Parce que pour se préparer maintenant aux compétitions, il faut avoir la assault bike, il faut avoir l'assault runner, il faut avoir le skier, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Ça parce aussi que sinon, un côté pratique. Nous, on peut courir autour de la box, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Une box en plein Paris. C'est sûr que forcément... plus de mal pour courir, quoi. Donc, ça peut être compliqué, ouais. Ou alors ils font du slalom. Ouais. Entre les merdes de chiens et les gens et les voitures et les vélos et tout ce qui va avec. Ouais, c'est clair que tout le monde n'a pas ces possibilités-là. Après, c'est bien d'avoir ces outils-là, mais on voit comment la compétition a fait évoluer le CrossFit. Et du coup, on se rend bien compte que ça n'a pas fait évoluer qu'en termes de matériel. Ouais. En termes de demande aussi, etc. Quand on voit des athlètes tels que Rich Froning s'entraîner, 5 ou 6 fois par jour, les gens ont vite fait de vouloir faire pareil. Exactement. Moi, le premier, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai vu que Froning faire ses entraînements, je me suis dit, je veux faire pareil, c'est cool. T'as vu quoi, toi, dans l'évolution du CrossFit depuis que t'as commencé ? Vraiment la différence des WOD, quoi. C'est un truc... je me souviens vraiment, ma première année, je pense que au moins une fois par semaine, il y avait un élément monostructurel. Donc, soit que du cardio, soit que de l'haltéro avec un CrossFit total, ou même, ça arrivait plusieurs fois, que du squat ou que du deadlift en mode 5-3-1 ou 5-5, des trucs comme ça. Et on a eu tendance, après, à faire des WOD un peu plus de Metcon, en fait. Ce qu'on appelle les Metcon, du coup, c'est les conditionnements métaboliques, c'est la plupart des WOD qu'on fait finalement maintenant. Mais à la base, CrossFit, c'est pas que ça, c'est pas que des Metcon. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence. Peut-être avec les skills aussi qui sont arrivés, tous les créneaux qu'on rajoute dans les séances. Les skills haltéro, tout ça, ça modifie un peu. C'est vrai que si tu fais des skills d'haltéro, t'as moins besoin de programmer l'haltéro. Mais je me souviens au début, quand t'as créé la box, personne ne savait faire d'haltéro quasiment, donc il y avait des jours où c'était 1 heure technique snatch. Ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en skill haltéro et qu'on faisait, que tout le monde faisait au final, quoi. Ouais, on mettait plus de 1 RM snatch ou 1 RM clean and jerk, 1 RM thruster. Ça fait longtemps ça. Bonne idée. 1 RM thruster, mais avec du coup une très longue partie technique avant, quoi. Ouais. Y a aussi le fait qu'à l'époque, on a construit en fait la box avec les premières personnes qui étaient là, etc. On a construit la box au fur et à mesure. On construisait. Donc il y avait une évolution qui était constante avec les personnes. La majorité des gens partaient de rien ou presque. Ouais. Quoi. Et donc la communauté en fait, elle s'est fondée avec les premiers qui sont arrivés. Et donc, tu te souviens de tes premiers clean ou pas ? Ouais, j'ai des vidéos qui traînent quelque part. Faudra on pourra qu'on les partage un jour. On pourra en insérer une dans le podcast. Faire un blooper. On demandera ça au monteur. Ouais, on embrasse Letty, je crois que c'est elle qui a les vidéos, non ? Ouais. Mais une grosse évolution. Une grosse évolution, donc après, on va voir ce que ça va donner d'ici 5-10 ans. Mais je pense que je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière, d'une manière générale. Avec les coachs aussi qui se forment de plus en plus, ceux qui vont voir un petit peu plus ailleurs ce qui se passe, comment les gens font, etc. Je trouve que c'est déjà en train d'arriver, parce que si on regarde autour de soi, je pense qu'il y a de plus en plus de box ou de coachs qui reviennent à faire plus de strict en gym, par exemple. Qui commencent à se rendre compte que c'est peut-être plus intéressant de mettre plus de strict que de mettre tout le temps du keeping, tout le temps des butterfly. C'est ce qu'ils disent aussi au gymnastique, au CrossFit. Ouais, exactement. Gymnastique, ouais. Gymnastique, ils vont plus loin, ils nous disent que si tu sais pas faire un strict muscle-up, tu fais pas de keeping muscle-up. Ouais. Donc si on se met à appliquer ça, il va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont faire des muscle-up. C'est clair. Par contre, ça, c'est vrai qu'on l'applique sur les pull-ups, sur les HSPU. Des fois, il y en a qui râlent, qui veulent faire des HSPU avec 3 amats dessous en keeping. Ouais. Mais concrètement, ça sert à rien, quoi. Non, ça les fera pas évoluer, ça augmente leur risque de blessure, donc aucun intérêt de travailler sur ça.
Ouais, puis l'amplitude, elle est Et ridicule. l'amplitude est ridicule. Surtout s'ils sont capables de faire 10 pompes d'affilée, quoi. Ouais. Sur les pieds, pas Il sur y a les une genoux. hiérarchie Ouais. à suivre. D'abord les pompes, après les HSPU. Donc, Pareil pour l'haltéro. Hein. D'abord overhead squat avant de faire un squat snatch. Ça paraît logique, mais des fois l'ego des personnes prennent le dessus et ont envie d'aller toujours plus vite. la nature de l'homme, ça. Ouais. On a toujours envie d'aller plus vite. C'est ce que je voyais justement dans les arts martiaux. De pas pratiquer suffisamment les bases, etc. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Quand vous regardez les athlètes tels que Rich Froning ou Matt Fraser ou tous ces athlètes-là, ils sont passés par des heures et des heures et des heures et des heures de pratique, de base. Et quand ils maîtrisaient pas quelque chose, ils allaient voir les spécialistes, etc. pour choper les bases. Christine Shaw notamment. Christine Shaw sur l'haltéro, Sur l'endurance. sur l'endurance, tous Ouais. les Mike Bergerner sur l'haltéro. Ouais. Tous les spécialistes qui ont pu les aider un peu dans... Bah, il y a un différentes exemple parfait de ça, c'est comment il s'appelle Cody Anderson. Ouais, Cody Anderson qui snatchait à l'époque 80 kg, qui a réussi à aller aux Games avec un snatch à 80 kg, ou peut-être un petit peu plus, et qui du coup derrière s'est mis c'est mis sévèrement. pendant 2 ans à faire quasiment que de l'haltéro. Et maintenant il a des sacrées barres. Hein. Ouais. Par contre il a fait que de Pour un l'haltéro poids de pendant corps, longtemps, quoi. pour un poids de corps très faible, quoi. Ouais, c'est pas un des athlètes les plus imposants qui est aux Games, qui est eu aux Games, parce que je sais pas s'il y est retourné l'année dernière. Je crois pas. Peut-être qu'il va y Il retourner a cette peut-être année. fait trop d'haltéro et pas le reste, mais C'est possible. peut-être cette année, ouais. Mais donc concrètement, pour arriver à ce niveau-là, ouais, ils ont besoin véritablement d'avoir beaucoup de travail spécifique sur chacun des éléments. Mais là, on n'est plus du tout dans le crossfit de base et le crossfit qu'on connaît avec la pyramide, nutrition, etc. D'ailleurs, la nutrition fait quand même partie de la base de... Ouais. La Malheureusement, même si on s'entraîne 5 fois par semaine à haute intensité, si on continue à manger de la merde, bah, on continuera à avoir une santé de merde ou un physique de merde. Et Mais je ça pense suffit que pas que de s'entraîner, quoi. Je pense que le fait que le CrossFit soit de plus en plus populaire aujourd'hui, je pense que c'est un des facteurs les plus importants vis-à-vis de la nutrition, parce que je pense que il y a de plus en plus de personnes en fait qui veulent perdre du poids, qui veulent faire du CrossFit et perdre du poids, donc qui veulent perdre du poids en faisant du CrossFit. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que l'aspect nutritionnel est de plus en plus important. Parce qu'à l'époque, quand on a ouvert le CrossFit, la plupart des gens qui venaient faire du CrossFit, ils avaient déjà des notions de nutrition, ils s'entraînaient déjà un petit peu à droite à gauche, et donc du coup, c'était pas forcément la chose la principale à aborder parce que tout le monde avait plus ou moins ses connaissances, ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui. Clairement plus le cas. Et on a des gens qui ont aucune connaissance en nutrition, nutrition de performance ou sportive, Même etc. nutrition de base. Hein. Ouais, même nutrition de base. Et donc, du coup, ça remet la nutrition un peu au devant de la scène dans le monde du CrossFit, ce qui aurait dû être le cas depuis toujours, en fait. Ouais. Mais je pense que le CrossFit, c'est quand même une des rares activités sportives, physiques, où il y a autant de personnes qui font un peu attention à leur nutrition. Dans la majorité des sports, même à bon niveau, ils mangent pas forcément bien, quoi. Sauf en bodybuilding. Sauf en bodybuilding, bien sûr. Mais tu vas voir tous les sports co, les rugbyman. Ah, c'est On va pas leur parler de leur nutrition et de leur boisson, surtout. Ouais. Je trouve qu'en CrossFit, il y a quand même pas mal de gens qui sont sensibilisés à la nutrition. Après, le fait que le CrossFit soit ouvert à de plus en plus de personnes, on attire de plus en plus de personnes, dont certaines personnes qui savent pas du tout comment manger correctement, quoi. Oui, clairement. D'ailleurs, dans la définition de CrossFit, en 100 mots, là, la toute première phrase parle de nutrition. C'est basique, manger de la viande, des légumes, quelques fruits, des noix, des graines, pas de féculents et pas de sucre, quoi. Peu de féculents et pas de sucre. Pas de sucre. Pas de sucre. La phrase clé, ouais. Ouais, c'est sûr que déjà, ça résume bien. Hein. D'ailleurs, on va peut-être lancer un petit séminaire sur... organiser un séminaire sur la nutrition pour ceux que ça intéresse. On vous communiquera les infos. Un petit like pour ceux que ça intéresse. Ouais, c'est ça. Vidéo. On vous communiquera les infos à la box. Ouais. Donc, ce sera un séminaire en live. Et après, on fera peut-être une version podcast pour ceux qui n'auront pas pu être là. Mais ouais, on va organiser ça dans l'année. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bah là, cette fois-ci, on va se lancer. Donc, ce sera combien de 10 500 € le séminaire. Ouais.
Donc ouais, ce sera un séminaire pour les membres de la boxe. Donc si ça vous intéresse, ce sera le moment de venir, de poser vos questions éventuellement si vous en avez. Parce que encore une fois, ça reste la base de l'entraînement en fait. Si vous n'avez pas de fuel, vous pouvez pas avancer. Ouais, de l'entraînement et de la santé même. Ouais, de la santé, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, parce que bientôt ça va s'arrêter. Ok. Donc voilà. Et ben voilà, c'était le 2e podcast. Donc on est parti un peu partout. Aussi, une petite chose quand même, on a mis des nouveaux créneaux horaires que vous pouvez retrouver dans Push Press. Donc on a mis du Strong Fit, je dis pas de bêtises, les lundis à 9h et le lundi soir je crois à 19h30. On a rajouté un cours de cardio à 18h30 les mardis et le mercredi c'est quoi, à 12h30 l'haltéro je crois. Haltéro ou Strong Fit, une semaine sur 2, non? Ouais, on verra, pour l'instant ce sera haltéro je crois. Ok. Donc voilà. Et ben, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires de la page YouTube et le petit pouce bleu et il faut souscrire. Voilà. Comme ça, vous aurez toutes les notifications quand on postera une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Voilà. Allez, à plus. À bientôt. Ciao à tous.